bonsoir à tous et merci d'être venus nombreux pour cette 5e table ronde de Chaos International. Pour mémoire, je rappelle que la première a porté sur l'humanitaire, la seconde sur la mondialisation des flux migratoires, la troisième sur la mondialisation des biens culturels et plus particulièrement, elle a traité de la production cinématographique, et la quatrième table ronde a traité de la paix et de la guerre, et donc c'est en quelque sorte une continuité avec cette 5e table ronde. Donc, les tables rondes, le principe est toujours le même. Il s'agit en quelque sorte de prendre un texte comme prétexte à traiter d'un thème beaucoup plus vaste, et le texte d'aujourd'hui, prétexte, c'est la démocratie et la guerre au XXIe siècle, de la paix démocratique aux guerres irrégulières, sous la direction de Jean-Vincent Olinde. J'ai publié chez Hermann. Jean-Vincent Olinde va intervenir dans quelques instants pour tout d'abord définir le phénomène guerre dans sa pluralité, la dimension juridique, sociale, politique, et il va s'interroger sur ce paradoxe qui veut qu'aujourd'hui on soit dans un temps de consolidation de paix démocratique, mais dans un même temps de retour de la guerre, notamment sous la forme des interventions extérieures et des guerres irrégulières. Et je pense qu'il évoquera certainement Raymond Aron et peut-être plus généralement traitera des liens, des rapports qu'il y a lieu d'établir entre les formes démocratiques et la dialectique paix et guerre. Et donc sans plus attendre, je lui passe la parole. Je remercie le professeur Joseph Alaroche et Chaos International. En fait, ce livre donc collectif, donc, il réunit un certain nombre de contributions à la fois de philosophie politique, de relations internationales et d'études stratégiques, s'inscrit en fait dans un programme de recherche que j'ai mené sur plusieurs années au sein de l'EHESS, donc qui s'intitule Penser la guerre. Ce que je vous propose de faire, parce que vous n'avez pas forcément lu l'ouvrage in extenso, c'est de resituer un peu les idées générales qui sont communes à cet ouvrage et puis à l'ensemble du programme de recherche. Et j'essaierai aussi de présenter dans un deuxième temps les principales conclusions auxquelles nous sommes arrivés, puisque bon, c'est une enquête collective, je les présente, mais même si ça rejoint un certain nombre de mes problématiques personnelles, j'essaierai de montrer voilà, comment ces travaux peuvent contribuer à la réflexion sur la guerre aujourd'hui. On est un certain nombre à travailler sur ces questions, donc je suis très content que Julie Saada, Thomas Lindemann et Frédéric Ramel, qui nous rejoindra tout à l'heure, puissent prolonger cette réflexion. Alors d'abord quelques idées générales et quelques peut-être intuitions qui sont communes à l'ensemble des contributions de ce livre, et peut-être aussi un certain nombre de préalables pour que les choses soient bien claires. Donc j'aurai deux séries de remarques. La première série de remarques sur le phénomène guerre et le problème de la définition de la guerre, et une deuxième série de remarques sur finalement le contexte politique et théorique dans lequel s'inscrivent donc ces réflexions sur la guerre. Alors d'abord, le concept de guerre, bon, c'est vraiment le point de départ. Si on a intitulé ce projet « Penser la guerre », c'est pas simplement pour faire un clin d'œil à Raymond Aron, c'est aussi parce qu'en fait, le concept de guerre, sans doute aujourd'hui, fait problème. Il a toujours fait problème, mais peut-être plus particulièrement aujourd'hui. D'ailleurs, ce qui est assez frappant, c'est que dans la littérature politologique en particulier, le terme de guerre tend à être remplacé par le terme de conflit, qui est plus large, voire le terme d'intervention. Or, ces deux termes ne signifient pas forcément la même chose. Donc, pour comprendre pourquoi ce terme fait problème, ou en tout cas pour essayer d'arriver au problème empirique concret, il faut d'abord s'interroger sur le sens du mot. Sinon, à mon avis, on arrive à un certain nombre de difficultés. Alors, la guerre, c'est d'abord un concept philosophique. On connaît la distinction chez Platon entre polémos et stasis. Polémos, donc, qui a donné polémologie, définit en fait la guerre entre cités grecques, et c'est ce qu'on a appelé plus tard la guerre étrangère, et puis encore plus tard la guerre interétatique. Je vais évidemment très vite, mais polémos est le plus souvent opposé à stasis, qui définit là le conflit civil, le conflit dans la cité, non plus le conflit entre cités, mais le conflit dans la cité, avec cette idée que ce conflit civil, cette dissension, c'est le terme de dissension qui peut-être traduit le mot stasis, le mot grec stasis, cette dissension qui peut dégénérer en guerre civile. Et de là, on retrouve cette opposition classique dans l'histoire de la pensée, l'histoire de la philosophie, entre les guerres étrangères, les guerres interétatiques et les guerres civiles.
opposition qu'on peut déconstruire, certains philosophes le font, comme Guidon Granger, mais en tout cas, elle est assez structurante et elle a permis finalement d'assimiler, à tort ou à raison, le concept de guerre à l'idée de guerre interétatique ou de guerre étrangère. Deuxième élément, la guerre, c'est une notion juridique. Bon, on est entre politistes et philosophes, mais il faut quand même dire que l'état de guerre, c'est aussi une notion juridique qui relève du droit international et qui caractérise donc la situation de deux ou plusieurs États qui se sont donc déclarés les hostilités, ou en tout cas qui sont en situation donc d'état de guerre. Peut-être le point le plus important et la définition qu'on a retenue dans ce livre, c'est l'idée que la guerre c'est un phénomène aussi politique et militaire. Alors là, la définition de Clausewitz, je pense, mérite d'être reprise, ou en tout cas prolongée, discutée, interrogée. Clausewitz a le mérite de bien distinguer la guerre comme phénomène politique et la guerre comme phénomène militaire, en disant d'un côté que la guerre c'est un des moyens du politique, la guerre comme continuation de la politique par d'autres moyens, mais c'est aussi un duel, et un duel donc de forces armées, et un duel qui peut conduire à ce qu'il appelle l'ascension aux extrêmes. Donc on a cette tension entre d'un côté la guerre comme prolongement du politique, avec cette idée que la guerre est un moyen de résoudre un problème qui n'a pas pu être résolu par la diplomatie, et il y a en même temps l'idée que la guerre, potentiellement, c'est un duel qu'on ne peut maîtriser et que la politique même ne peut pas parvenir à maîtriser. Peut-être dernière définition qu'on pourrait retenir, et qui en tout cas mérite d'être passée en revue, c'est la guerre comme fait social total. C'est sans doute cette définition que j'aurais tendance à retenir, parce qu'elle permet peut-être d'englober toutes les autres. C'est-à-dire qu'on a souvent eu tendance à penser la guerre comme phénomène militaire, voire comme phénomène politique, mais on oublie que la guerre est aussi un révélateur des sociétés. Et donc j'emploie le terme de fait social total, dans la suite de Marcel Mauss, juste pour vous donner un élément de définition, pour que les choses soient bien claires. Marcel Mauss dit qu'un fait social total, c'est un fait, comme le don ou le suicide, Marcel Mauss prend l'exemple du don, c'est un fait où s'expriment à la fois, et d'un coup, toutes les institutions. Et c'est l'idée que, donc là, ce que je veux dire, c'est que la guerre comme fait social total, ça voudrait dire que la guerre touche à tous les domaines de l'action humaine, qu'elle n'est pas simplement un phénomène militaire au code difficile à déchiffrer, mais qu'elle est plus largement un fait anthropologique qui engage l'idée même qu'on se fait du lien social et qui engage plus largement l'idée qu'on se fait de l'aventure humaine. Et donc, une des idées vraiment importantes de ce livre, c'est que la guerre et tout cela à la fois, c'est un concept philosophique, c'est un phénomène politique, c'est une notion juridique, mais plus largement, c'est un fait social total, et donc c'est un excellent prisme à travers lequel on peut saisir l'évolution des sociétés, et notamment saisir l'évolution des sociétés démocratiques, c'est-à-dire des sociétés qui choisissent une certaine forme de société, et qui choisissent aussi une certaine forme de rapport à la guerre. Deuxième série de remarques, plus relatives donc au contexte politique et théorique dans lequel s'inscrivent les réflexions sur la guerre, celle de ce livre, mais celle qu'on retrouve plus généralement. Et ça rejoint directement le dernier point que je viens d'évoquer. Je dirais brutalement que l'avènement de la démocratie, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Marcel Gauchet, l'avènement de la démocratie s'accompagne, va de pair avec un certain effacement de la guerre. Effacement peut-être théorique, mais effacement aussi politique. Il suffit de citer Tocqueville, qui a bien montré ça, c'est-à-dire cette idée que la guerre finalement s'efface du paysage démocratique. Tocqueville nous explique que les hommes démocratiques, qui adoptent donc le principe de l'égalité propre aux sociétés démocratiques, redoutent la guerre et conçoivent pour la paix un même amour. Donc l'idée de Tocqueville, c'est l'idée que l'adoption de la démocratie, c'est l'idée qu'on peut discuter bien sûr, c'est que l'adoption de la démocratie s'accompagne d'un amour de la paix. Et cette idée évidemment a fait florès après la guerre froide, avec cette idée que l'ordre libéral et démocratique allait s'imposer irrésistiblement après la chute de l'Empire soviétique, et donc d'une certaine façon la guerre était un phénomène qui était derrière nous. En tout cas, la guerre telle qu'on l'avait connue jusque-là était un phénomène qui était derrière nous. On le sait, cette conviction qui a pu être exprimée dans les années 90 n'a duré qu'un temps, et on observe, grosso modo depuis les attentats du 11 septembre, un retour de la guerre. C'est le titre d'un des numéros spéciaux de la revue Raison politique, dirigé par Dario Battistella, avec cette idée que, au fond, dans les discours comme dans l'action, la guerre, le mot de guerre d'ailleurs, revient, avec cette idée aussi, et c'est là que le terme de guerre irrégulière peut être énoncé, cette idée que la guerre revient certes, mais pas n'importe quelle guerre. Pas la guerre interétatique, pas la guerre majeure telle que
Frédéric Ravel vient d'arriver, puisqu'on a dirigé auparavant un livre sur le thème des guerres majeures. La guerre majeure tend à plutôt s'étioler, ou en tout cas c'est pas la guerre probable, pour reprendre un terme du général d'époque, mais la guerre dont on parle, la guerre qui est au cœur des débats, c'est la guerre irrégulière, ou la petite guerre, c'est-à-dire une guerre qui, comme en Afghanistan ou en Irak, oppose des groupes insurgés à des armées régulières des États. Alors c'est là que, dernière remarque de cette première partie, c'est que les guerres d'aujourd'hui, ces guerres irrégulières, sont en général précédées de quelque chose qu'on appelle l'intervention. Intervention qui est souvent menée au nom de la démocratie. C'est une des idées qu'on a essayé de traiter dans ce livre. Il y a cette idée que la guerre peut être un instrument, non seulement pour préserver la démocratie de ses nouveaux ennemis, avec tous les guillemets qui s'imposent, la guerre peut aussi être un moyen de préserver les droits de l'homme, comme on l'a vu à l'intervention en Libye, et la guerre peut être aussi un moyen d'exporter la démocratie, comme on l'a vu donc, à travers les interventions américaines au Moyen-Orient et en particulier en Irak. Et là se pose une question qui est au centre de ce livre. Est-ce que les démocraties libérales peuvent ou doivent intervenir, au besoin par la force, dans des régimes autoritaires ou totalitaires qui bafouent les idées libérales? Est-ce qu'elles doivent engager leurs armées dans des opérations extérieures, alors que dans certains pays, la logique de la guerre compromet l'instauration d'une paix durable? Et je m'oriente petit à petit vers les conclusions du livre. Une des idées qui ressort, même si on a donné la parole à vraiment des libéraux, des réalistes, enfin toutes sortes de théoriciens dans ce livre, l'idée qui ressort, c'est tout de même que le libéralisme appliqué aux relations internationales est confronté à une certaine contradiction qui consiste à, comme pour paraphraser Rousseau, à forcer les peuples à être libres, dans le but d'assurer la sécurité internationale, mais aussi dans un but qui est moins avoué, qui est de pérenniser donc, cette hégémonie euro-atlantique, cette hégémonie des démocraties occidentales qui, si elles interviennent, n'ont pas simplement vocation à préserver la démocratie, mais aussi vocation à pérenniser leur hégémonie, ce qui serait une lecture plus réaliste de la chose. Donc de là, une série de conclusions, et je reprendrai le sous-titre du livre qui donne aussi le titre de la table ronde, deux séries de conclusions sur la paix démocratique, et en particulier à partir donc, des thèses de Michael Doyle, dont on a traduit en fait un article de Michael Doyle, un des plus récents professeurs donc, à Columbia, qui est un des grands tenants de la thèse de la paix démocratique. Et deuxième série de conclusions sur les guerres irrégulières, qui c'est un peu le point d'arrivée du livre, tout ce que je viens de vous évoquer sur le contexte stratégique d'aujourd'hui. Alors sur la paix démocratique, donc, on a publié ce texte de Doyle, donc, qui est en fait un article issu de son ouvrage Liberal Peace, donc la paix libérale. Et en fait, Doyle, dans ce texte, c'est un texte très important, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, je dis juste qu'il énonce cette thèse, il revient en fait sur les théories de la paix démocratique, il dit qu'au fond, il ne faut pas parler de paix démocratique, il faut parler de paix libérale, avec l'idée que c'est l'adhésion au principe du libéralisme politique, libéralisme économique, libéralisme aussi par le droit, c'est l'adhésion au principe du libéralisme comme doctrine, au fond, voire comme philosophie, ou quand même comme anthropologie, qui modifie le rapport à la guerre et qui consolide donc la pacification des mœurs. Ce n'est pas l'adoption d'un régime démocratique qui est important, nous dit Doyle. Ce qui est important, c'est l'adhésion donc, aux principes libéraux. Donc il y a une correction en fait, de la théorie de Doyle, qui est quand même pas mineure, et qu'il évoque dans ce livre, et avec cette idée que ce qui est important, ce n'est pas la démocratie, c'est le libéralisme. Lecture peut-être moins libérale et plus réaliste, qu'on trouve par exemple chez Pierre Manant, l'idée que la thèse de la paix démocratique, elle est fragile, parce que, comme l'explique Pierre Manant, en fait la démocratie n'est pas si pacifique que cela. Les démocraties entre elles, mais aussi la démocratie contre des régimes, avec des régimes qui ne sont pas démocratiques. La démocratie déploie, comme on l'a vu avec les Américains dans la dernière période, toute une énergie guerrière, je cite Manant, toute une énergie guerrière, notamment dans ce qu'on appelle la projection de force, c'est-à-dire les interventions extérieures. Et donc là, on voit bien que le rapport des démocraties à la guerre est assez ambivalent. Et notamment dans ces interventions extérieures à but humanitaire, où la logique de la sécurité s'associe à une logique de promotion de la démocratie. Deuxième série de conclusions. Donc là, les deux conclusions ne sont pas forcément corrélées, enfin, elles ne vont pas forcément ensemble. C'est un ouvrage collectif. L'idée, c'est d'ouvrir des pistes et de faire avancer le débat.
Deuxième série de conclusions, et j'en terminerai là. Peut-être qu'on peut faire un premier bilan, un premier, peut-être un second ou un troisième bilan, de l'âge des interventions extérieures de l'après-11 septembre, avec l'idée que l'exportation de la démocratie et la vision libérale du monde qui présidait à cette idée d'exportation de la démocratie est sans doute un relatif échec, qui est aussi implique le regain d'une vision peut-être plus réaliste, où il s'agit davantage d'assurer la sécurité des démocraties plutôt que d'exporter la démocratie. Pour le dire autrement, de manière plus concrète, on voit bien que les États-Unis, après avoir essayé donc, de développer cette politique du state building, democracy building, en sont arrivés à une position qui est celle d'Obama aujourd'hui, de défense des intérêts des États-Unis et puis de défense d'un certain nombre de valeurs, mais de manière sans doute plus défensive qu'à l'époque de l'administration Bush. Donc si Obama n'a pas profondément rompu avec la politique de Bush, il a en tout cas largement atténué, à l'épreuve des opérations militaires, la vision, disons, du regime change qui s'était imposé avec Bush. Dernière série de conclusions sur les guerres irrégulières. Qu'est-ce que nous apprennent les guerres irrégulières? Elles nous apprennent qu'en réalité, il y a un lien très étroit, ce que nous disent les libéraux, entre la politique extérieure et la politique intérieure, à savoir que les pratiques observées lors des guerres irrégulières, notamment toutes les pratiques liées à la contre-insurrection, à la légitimation de la torture, ou des pratiques qui sont particulièrement impliquées dans des guerres non réglées, ou des guerres irrégulières, ces pratiques-là fragilisent les démocraties à l'intérieur. C'est-à-dire qu'une démocratie, lorsqu'elle intervient en théâtre extérieur, peut difficilement se permettre de pratiquer la contre-insurrection sans profondément compromettre les principes libéraux qui la structurent à l'intérieur. Et donc ça pose toute la question, une question classique, du lien entre l'interne et l'externe en relations internationales, et le fait que fondamentalement, les guerres irrégulières n'ont pas simplement un impact sur la sécurité internationale, elles ont un impact sur, au fond, l'idée qu'on se fait de la sécurité et l'idée qu'on se fait de la liberté. Je vous renvoie à un livre intéressant donc, de Frédéric Gros, qui vient de sortir, qui s'appelle Le principe sécurité. Frédéric Gros avait écrit un livre sur l'histoire de l'idée de guerre, en fait, en Occident, en gros, du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui, avec cette idée que la guerre disparaît au profit de ce qu'il appelle la sécurité, ou les états de violence. Il fait un deuxième livre dans lequel il explique, au fond, que le paradigme des sociétés démocratiques avancées, c'est le principe de la sécurité. Le problème, c'est que ce principe de la sécurité remet en cause très profondément le principe libéral classique qui préside au destin des démocraties. Et on a bien vu à travers ce phénomène des guerres irrégulières que la mise en valeur et la défense de la sécurité pouvait, à l'intérieur, remettre en cause la liberté. Nous aurons l'occasion de revenir sur tous ces points avec les questions de l'auditoire. Je vais à présent passer la parole à Julie Sadat. Au fond, ce que je voudrais vous montrer, évoquer en quelques points, c'est en quoi, finalement, la réflexion sur la guerre et l'après-guerre, une réflexion normative, ce que cette réflexion peut apporter à la théorie politique. Et dans tous les cas, je me place du point de vue normatif. Alors, premièrement, il me semble que les contextes de crise politique, évidemment les crises les plus aiguës sont celles de guerre précisément, eh bien ces contextes représentent des tests qui sont intéressants pour les théories politiques normatives. Pourquoi? Eh bien parce qu'au fond, quand on regarde au fond ce qu'on appelle le renouveau de la philosophie politique ou de la théorie politique, en particulier depuis les années 70, et en particulier notamment le renouveau des théories contractualistes et de la théorie de la justice de John Rawls, qui date de 1971, eh bien on s'aperçoit que la plupart de ces théories politiques postulent, disons, une situation de stabilité sociale. Or, ce qui est intéressant quand on s'intéresse non seulement aux guerres, mais aussi à l'après-guerre, c'est-à-dire à ces processus de transition de la conflictualité vers la paix, donc au processus de pacification, de réconciliation, de démocratisation, eh bien, on est face à des questions qui sont nouvelles, parce que précisément, on est face à des processus changeants. Et donc, premier point, disons, eh bien, on peut voir, et je vais soulever un certain nombre de points pour vous montrer cela, eh bien, on peut voir que
reprendre et interroger les concepts centraux, y compris ceux des démocraties, de la démocratie, des différentes formes de démocratie, eh bien, lorsqu'on a à l'esprit des contextes de transition, on est amené à penser tout un tas de processus plutôt que des situations de stabilité où, au fond, les choses se font, disons que les théories se présentent de manière assez déductive, sans tenir compte à la fois des contextes empiriques et de cette temporalité particulière qui est celle des processus transitionnels. Deuxième point, ce que je voudrais vous montrer, c'est que la guerre et l'après-guerre permettent, au fond, à un certain nombre de théories politiques de formuler des problèmes épistémologiques particuliers. Pourquoi ? Eh bien, alors, moi je me suis plus particulièrement intéressée, alors, en effet, aux théories de la guerre juste, disons à une approche normative de la guerre. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fois de confronter les normes du droit international, du droit humanitaire, avec les normes éthiques, en tout cas formulées dans les doctrines de la guerre juste, et ce sont des corpus séparés, je vais y revenir tout à l'heure. Ce qui est assez intéressant dans les doctrines de la guerre juste, c'est qu'on a ajouté plus récemment, comme l'a fait notamment Brian Arendt, dans un article publié dans le numéro de Raison politique que je mentionnais à l'instant, eh bien Brian Arendt insiste et a écrit tout un tas d'articles montrant la nécessité d'ajouter aux catégories de la guerre juste, c'est-à-dire le jus ad bellum, le droit à la guerre, l'ensemble des conditions ou des critères qui permettent de justifier l'entrée en guerre, ou de critiquer certaines entrées en guerre parce qu'elles ne sont pas conformes à ces critères-là, le jus in bello, la manière dont la guerre est menée, eh bien il dit qu'il faut rajouter un jus post bellum, c'est-à-dire définir un ensemble de normes pour penser la sortie du conflit. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, quand il théorise le jus post bellum, lui et quand même tout un tas d'autres théoriciens, eh bien on s'aperçoit que les critères du jus post bellum interviennent dans le jus in bello ou dans le jus ad bellum. C'est-à-dire qu'au fond, lorsque l'on décide, par exemple, d'entrer en guerre, eh bien, les objectifs que l'on vise à travers le processus de l'après-guerre sont déterminants. On peut donner des exemples pour montrer que ce qui est dit théoriquement fonctionne de manière empirique. Par exemple, il suffit par exemple de penser aux défauts de réflexion sur l'après-guerre, qui a eu lieu par exemple en Irak ou en Afghanistan, d'accord ? C'est-à-dire entre les objectifs proclamés dans le jus ad bellum et ce qui se passe dans l'après-conflit, pour autant qu'on en soit sorti, eh bien, on s'aperçoit qu'au fond, ce qui a fait défaut, c'est une réflexion sur ce processus de sortie de guerre au moment même où on engageait la guerre. Bien. Et donc, l'évaluation du jus ad bellum et du jus in bello doit intégrer de manière ex post, on pourrait dire, une évaluation des objectifs du jus post bellum. Bien, d'où l'importance de cet article que Jean-Vincent avait fait paraître. Deuxième élément, disons, d'ordre épistémologique intéressant, eh bien, au fond, ce que montre cet ensemble de travaux, c'est que la sortie de guerre ne peut pas se penser uniquement à partir d'un cadre purement juridique, c'est-à-dire que la sortie de guerre, ce n'est pas le traité de paix. Ce n'est pas le traité de paix, mais il faut déterminer tout un tas de processus politiques, de reconstruction et de pacification, qui articulent de manière renouvelée, disons, les rapports entre le droit, la politique et la morale. Par exemple, quand Brian Arendt fait dans cet article le projet d'une charte, d'une nouvelle convention de Genève appliquée au jus post bellum, eh bien il complique, disons, les relations, il complique, en même temps c'est extrêmement intéressant, les relations entre le droit, la morale et la politique. Bien. Alors, c'est d'autant plus, je dirais, original quand on s'intéresse à la fois au droit et aux doctrines de la guerre juste que, vous le savez très certainement, d'un point de vue historique, les doctrines de la guerre juste ne sont pas séparées du droit de la guerre, d'accord ? Et c'est seulement, en gros, à partir de Vattel, alors avec des prémices chez Grotius, qu'il y a une séparation se fait entre le droit et la morale, et que le droit va se séparer, disons, va se développer comme un corpus distinct des réflexions, disons, normatives de type moral. Et si bien qu'aujourd'hui, au fond, quand la plupart des juristes travaillent
sur le droit de la guerre, des internationalistes, ou sur le droit humanitaire, eh bien, en général, c'est pour critiquer les doctrines de la guerre juste. Ils sont peu enclins à réfléchir à partir de ces catégories qui sont morales, voire philosophiques, tandis qu'à l'inverse, les théoriciens de la guerre juste sont en général, enfin, se soucient finalement assez peu du droit. Il n'y a qu'à voir ce que Walzer écrit, par exemple, dans son ouvrage Guerre juste, guerre injuste, il le dit clairement, je me soucie peu du droit. Bien, et donc, ce que fait par exemple Brian Oren, c'est qu'il va au contraire essayer de réarticuler ces corpus qui sont distincts, et donc en proposant une sorte de, disons, du droit, mais articulé à la politique, à des questions de reconstruction et à la morale. Bien. De même, on trouve cela, me semble-t-il, dans la réflexion que Michael Doyle mène, d'accord, c'est-à-dire qu'il formule finalement une théorie politique normative qui tente d'articuler normativité éthique et normativité juridique. Donc, ce qui me semble intéressant, si vous voulez, quand on introduit la réflexion sur la guerre et l'après-guerre au sein des théories politiques, c'est qu'on est amené à réaménager, à redistribuer complètement les périmètres qui pouvaient sembler distincts entre droit, moral et politique. Bien. Alors, ça pose aussi tout un tas de problèmes, notamment encore je suis dans la partie, disons, épistémologique, ça pose aussi tout un tas de problèmes de démarcation entre différents champs théoriques. C'est-à-dire que, au fond, on distingue, disons, dans ces théories relativement récentes, on distingue le jus post bellum, que Brian Oren, par exemple, le définit, donc le droit d'après-guerre, mais qui est bien plus que du droit, ce que je vous ai montré à l'instant, la justice transitionnelle, qui recouvre un ensemble théorique ou un ensemble théorique. Pour autant que ce soit une théorie, mais ça c'est un débat que je ne vais pas entamer ici, la justice transitionnelle qui comprend tout un tas de processus, y compris, comment dire, à la fois pénaux ou opposés à des recours de processus pénaux, par exemple l'amnistie, et donc des processus aussi de reconstruction. Et puis, au fond, bien, alors, donc on a ces deux corpus qui ont quand même pour particularité de s'intéresser au même type de contexte, c'est-à-dire à l'après-guerre. Et il est extrêmement difficile, finalement, de les démarquer. De même, au fond, que lorsqu'on voit que l'objectif, aussi bien du jus post bellum que de la justice transitionnelle, c'est un objectif de reconstruction des institutions politiques, de pacification sociale, de démocratisation, eh bien, au fond, on ne peut pas non plus les distinguer de, au fond, n'importe quelle théorie libérale, d'accord, de ce que c'est que l'état de droit ou de la démocratie. Donc on a au fond trois ensembles théoriques qui sont en tout cas rattachés à des étiquettes différentes, le jus post bellum, la justice transitionnelle et des théories politiques telles que le libéralisme, et bien qui sont assez difficiles à distinguer quand on essaye de conceptualiser et de penser ces types de contextes particuliers qui sont ceux de l'après-guerre. Autre comment dire, remarque de type épistémologique, eh bien, souvent ces théories se présentent de manière assez idéalisée et, comment dire, de manière, disons, axiologiquement neutre, ou en tout cas elles tendent à l'être. Par exemple, quand Brian Oren écrit dans les raisons politiques qu'il promet un modèle de justice de l'après-guerre qui est fondé sur la reconstruction plutôt que sur la vengeance, il affirme que l'objectif de l'après-guerre, c'est d'instituer une paix durable, qui ne peut être atteinte que si cette paix est juste. Et donc, une paix juste, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une paix qui va nécessairement transformer le régime politique antérieur, c'est-à-dire transformer le régime politique qui avait conduit à engager une guerre injuste, c'est-à-dire une agression. Donc on voit bien ce que propose Brian Oren, c'est quelque chose qui est nouveau au regard du droit international, puisqu'il ne s'agit pas de rétablir l'état antérieur, d'accord, le statu quo ante, mais d'imposer des normes de justice. La question ou l'objection, disons, que j'aurais à formuler, mais que j'ouvre, disons, à la discussion, c'est au fond qu'est-ce qu'il nomme un régime de justice minimale. Eh bien, il dit il faut, au fond, établir un régime qui ait une légitimité suffisante, c'est-à-dire une légitimité qui soit à la fois reconnue de l'intérieur par, au fond, le peuple qui est concerné
par le régime politique du pays que l'on transforme, mais aussi par la communauté internationale. Alors, il dit cela de manière assez idéalisée, parce qu'il me semble qu'on a quand même un certain nombre de contextes où précisément ces deux formes de légitimité entrent en conflit. C'est-à-dire qu'au fond, des normes qui sont promues par la communauté internationale, le concept reste évidemment aussi interrogé, eh bien, peuvent entrer en contradiction complète avec ce que, de manière interne, les membres de ce pays eh bien, peuvent vouloir. Bien. Il suffit de penser par exemple à l'Afghanistan, mais il y a tout un tas d'exemples. Et donc, au fond, qui amène aussi à relativiser ou à discuter le modèle de la paix démocratique et de la paix libérale, c'est-à-dire au fond, à quels critères de légitimité allons-nous nous fier? S'agit-il d'un critère de légitimité qui est défini de manière internationale à partir de ce que Margaret justement désigne comme étant la communauté internationale, ou est-ce que la légitimité doit être un processus interne, ce qui, évidemment, quand bien même Michael Doyle relativise, c'est-à-dire affirme qu'il ne s'agit pas en réalité de paix démocratique, mais de paix libérale, et donc ça ne conduit pas nécessairement à une démocratie de type occidental, eh bien, au fond, le risque est toujours, au fond, d'avoir un objectif de transformation de l'extérieur d'un régime politique qui ne rencontrerait pas, au fond, des critères de légitimité définis de manière interne, tout simplement. Voilà. Alors, dernier point que je vais évoquer, dernier point est le suivant, c'est qu'au fond, la réflexion sur la guerre et l'après-guerre peut permettre à un certain nombre de théories politiques de compliquer, disons, de penser de manière plus complexe et aussi plus fine, à la fois la réflexion sur la paix démocratique, mais aussi la question de la limite entre la guerre et la paix. Pourquoi? Eh bien parce que à partir du moment où l'on affirme que la paix n'est pas simplement établie par un traité de paix, d'accord, mais qu'elle recouvre tout un tas de conditions qui vont de la réconciliation, éventuellement la réparation, à la démocratisation, etc., eh bien, on peut dire qu'il est extrêmement difficile de savoir à partir de quand la paix est établie. C'est-à-dire à partir de quand ce qui est défini comme un processus et comme une transition est accompli, et à partir de quand les normes que l'on a définies comme devant être atteintes par ce processus de transition ou d'après-guerre, eh bien, quand est-ce qu'elles sont atteintes? Il suffit de penser, je ne sais pas, au Rwanda, à l'Ouganda, au Burundi, etc. C'est-à-dire que le moment de la paix est quasiment impossible à identifier face à la complexité des situations. Bien. Deuxièmement, le concept de paix doit lui-même être, affiné quand on prend en compte des processus et des transitions et pas simplement des situations de stabilité. Pourquoi? Eh bien parce que le type de paix que l'on entend promouvoir comporte tout un tas de degrés qui vont de la simple cessation des violences entre les parties en conflit jusqu'à l'idéal d'une harmonie complète entre ces parties. C'est-à-dire que le concept de paix est susceptible de toute une gamme de degrés et qui, évidemment, vont jouer sur le type de normes qu'on entend promouvoir. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, eh bien, le fait que l'on replace les concepts politiques, comme par exemple le concept de paix, dans un cadre transitionnel ou dans un cadre d'après-guerre, eh bien, ça implique en quelque sorte de relativiser considérablement ce concept de paix. C'est-à-dire le fait de penser à partir de contextes non idéaux conduit à relativiser le concept de paix. Pourquoi? Eh bien parce qu'au fond, on ne peut pas évidemment adopter un concept, disons, maximaliste ou perfectionniste, dans la mesure où, eh bien, tout simplement, cet objectif est impossible à atteindre. Nous allons poursuivre cette réflexion sur la paix avec Thomas Lindemann. Mon objectif, c'est de discuter un peu la théorie de la paix démocratique, exposée par Michael Doyle dans un ouvrage collectif. Et on peut rendre les choses un peu intéressantes. Je dis d'emblée que je considère qu'il ne s'agit pas d'une théorie très valable. Voilà. Et je vais le dire pourquoi. Dans les années 80, on découvre que les démocraties, entre elles, se font quasiment jamais la guerre. Donc c'est Michael Doyle, sa découverte, etc.
Bon. Alors, désormais, on a augmenté le nombre de démocraties dans le système international et théoriquement, donc l'absence de guerre entre démocraties est désormais donc, encore beaucoup plus remarquable. Le problème, et là je reviens maintenant à un premier problème empirique, c'est tout dépend bien sûr de la définition du terme démocratique. Maintenant, il y a deux possibilités, deux stratégies pour définir le terme démocratique, enfin, deux stratégies de chercheurs. Alors, premièrement, je retiens donc cette définition un peu pluraliste, style élections libres, équitables, pluralistes, où l'opposition a une chance d'emporter, plus une certaine institutionnalisation du pluralisme après les élections. Voilà, si je retiens cette définition, donc députée, on a vu avec de Michael Doyle désormais, force est de constater qu'il n'y a pas de paix démocratique. Donc on le sait désormais, puisque dans l'après-guerre froide, on voit qu'il y a des conflits entre, par exemple, la Hamas et les autorités israéliennes, 2006, 2009, 10, 2012, entre Israël et le Liban, 2006, et peut-être encore entre la Russie et la Géorgie, de 2008. Alors, exit de cette définition, et on va donc réintroduire maintenant la définition libérale, qui veut dire élection libre, plus, enfin je simplifie un peu, plus l'état de droit. Alors le problème de cette définition est la suivante, c'est qu'on a très peu de guerres dans le système international en général, un par an, entre les unités politiques. On a de la même manière uniquement très peu de démocratie au sens maintenant fort libéral, au sens de Doyle. Donc l'absence de guerre entre elles n'est pas encore un problème statistique. Voilà, ça c'est un problème un peu. Et j'ajouterai encore quelque chose. Bon, ça reste donc hypothétique. Il y a 20 ans, et 20 ans, on l'a connu il y a 20 ans, malheureusement, n'est-ce pas bon. Personne a cru, bien sûr, imaginable un conflit armé avec les États-Unis en France. Bon, aujourd'hui, non plus, je crois, mais c'est moins ridicule. C'est-à-dire, moi, je rencontrais des jeunes de votre âge, pour qui les États-Unis, c'est quasiment la menace numéro 1 du système international. Il ne faudra pas un conflit armé et donc pensable. Voilà. Donc je vais donc un tout petit peu donc dans une première partie historiciser la paix démocratique en rappelant que la paix démocratique, selon moi, était un phénomène très fragile avant 1945 et après dans une partie B, si on veut, on peut être très court. Rappeler que donc, en effet, depuis 1945, on a quelque chose comme une paix démocratique, mais qui est une construction sociale. Et deuxièmement, en deuxième partie, je vais donc un peu exposer ma thèse, que la paix démocratique, pour moi, c'est une prophétie autoréalisatrice, parce que les États démocratiques qui croient que l'autre est démocratique, ce sont ces régimes-là qui sont en paix entre eux. En revanche, là où il n'y a pas une construction identitaire partagée, donc il n'y a pas d'existence de la paix démocratique. Donc ce qui compte, enfin c'est la thèse centrale, plus que le régime politique, c'est l'identité partagée qui explique la paix démocratique. Et on voit ça de nouveau, je veux dire à mon avis, que voilà, on reste méfiant, enfin en France, on reste méfiant envers, par exemple, le développement en Égypte, en Tunisie, etc., en Israël encore plus fortement, alors que bien évidemment, l'autre qu'on croit semblable, comme maintenant l'Allemagne désormais, depuis assez longtemps, là bien évidemment, on n'imagine pas du tout un conflit armé. Voilà, c'est cela la thèse que je vais rapidement développer. Alors commençons par quelques faits, n'est-ce pas? Les conflits armés avant 1945, concernant la démocratie. Il est vrai que, donc, premièrement, on a très peu de conflits armés entre démocraties avant 1945. Quand même, il y a quelques candidats. Le conflit entre la Finlande et la Grande-Bretagne, qui n'était pas un conflit engagé, mais une déclaration de guerre. Nous avons d'autres candidats potentiels,
comme l'affrontement entre l'Espagne et les États-Unis en 1898, et là la question se pose, est-ce que l'Espagne était déjà une démocratie? Nous avons encore le conflit entre les États-Unis et les Philippines, également à la fin du XIXe siècle. C'est vrai que les Philippines n'étaient pas encore, il n'y avait pas encore des élections, mais c'était déjà un État doté avec une Bill of Rights. Donc voilà, il y a au moins 3 cas litigieux. Deuxièmement, il y avait, avant 1945, un très grand nombre de conflits militarisés entre démocraties. La crise de Fachoda de 1898, l'occupation de la Ruhr, il ne faut pas l'oublier, entre l'Allemagne et la France, voilà, pour ne citer que deux, il y a beaucoup, il y a 15 ans au moins de conflits militarisés. Et troisièmement, troisième indice qu'il n'y a pas réellement dans le fait une paix démocratique, troisièmement, il n'y avait pas une alliance entre démocraties. Si on pense par exemple à l'alliance franco-russe, n'est-ce pas? Donc avant la Première Guerre mondiale, le jeu d'alliance était un jeu, on peut dire, machiavélique classique. Donc c'était le partenaire utile, et donc pas le semblable, enfin c'était pas le partenaire démocratique. Voilà, donc il y a ces 3 faits, enfin concernant les conflits armés, conflits militarisés, des alliances qui me conduisent à croire qu'il n'y avait pas réellement de paix démocratique. Après 1945, on le sait, donc je passe à la partie B rapidement, on sait que bien évidemment on a quelque chose comme la paix démocratique en Europe occidentale, qui semble désormais établie entre pays de la triade, mais ça n'existe que depuis, selon moi, 1945. Les démocraties se sont aussi multipliées depuis cette date, et donc c'est 8 mois après 1945 que ce phénomène est significatif. Alors je viens à la deuxième partie très rapidement. Comment expliquer donc l'absence, entre guillemets, de la paix démocratique avant 1945 et la présence après? Donc, pour moi, c'est un phénomène identitaire. Mon argument serait de dire avant 1945, c'est la partie A, la partie B, si on veut. Avant 1945, il n'y a pas d'identité partagée entre démocraties. Donc, je pourrais m'en citer maintenant le président Roosevelt ou les autres isolationnistes. Et lorsqu'il évoquait le Western World, ils n'ont pas du tout pensé aux États-Unis et à l'Europe, mais ils ont pensé aux 2 Amériques. C'est cela la référence. L'Europe, c'était l'Europe corrompue. Il fallait surtout rien faire. Donc il y avait une sorte de séparation des gîtes. Il n'y avait pas réellement de solidarité. On ne peut pas généraliser, mais il n'y avait pas un sentiment fort de solidarité. Il n'y avait même pas un vrai sentiment de solidarité entre la Grande-Bretagne et la France, d'où la montée en puissance maintenant du nazisme, qu'on aurait pu éviter. Et même durant la Seconde Guerre mondiale, à certains égards, Roosevelt s'estimait plus proche de Uncle Joe, qu'il appelait Uncle Joe, que de Churchill. Il y avait même dans l'armée américaine le plan pour contrecarrer une certaine hégémonie britannique et avec l'aide soviétique. Voilà, il y avait avant 1945 rien qui ressemble à une identité partagée entre démocraties, et je pense que celui qui aurait dit avant 1945 la paix entre démocraties ne se peut pas, on aurait tout de suite envoyé dans une maison d'acier, je pense. C'est clairement une théorie donc tardive. Après 1945, qu'est-ce qui se passe? Il y a la menace soviétique, et c'est dans la confrontation avec l'autre, donc c'est cette réalité stratégique, un peu comme a pris le Congrès de Vienne après 1815, contre la menace napoléonienne. C'est à ce moment-là que la démocratie occidentale devient consciente qu'il y a une autre qui menace nos valeurs, et c'est à ce moment-là qu'il y a un discours qui construit une sorte de communauté occidentale des nations, comme dans le discours Truman, n'est-ce pas, de 1947, comme à l'intérieur de l'OTAN. Donc c'est à partir de la guerre froide qu'on répète, d'abord de manière stratégique, n'est-ce pas, l'existence d'une telle communauté occidentale. Et mon argument, c'est de dire,
cette invention stratégique qui d'abord devait fortifier le système politique, et ensuite devenue une réalité qui, en quelque sorte, dépasse sa rationalité stratégique. Donc il est bien une doxa, utilisé pour Dieu ici. Donc ça devient intériorisé comme idée, l'idée de la communauté, d'où la persistance de la paix démocratique après 89, après la chute du mur, parce qu'on sait très bien que, prenons la France, c'est pas la France qui s'est construite, dans l'affrontement contre la Grande-Bretagne, après tout aujourd'hui, même si avant, ceux qui sont aujourd'hui français s'estiment pas français, même après la menace, s'estiment toujours français. Voilà, mon argument serait de dire très rapidement, je pense presque dépasser un peu le temps, serait de dire que la paix démocratique, c'est aussi réel que probablement, malheureusement, la paix autoritaire, après le Congrès de Vienne, et qu'il doit son existence à l'identité partagée, que c'est plus important, cette construction. Je ne peux pas m'en venir comment ça se construit. D'où l'impossibilité aussi de l'exporter. Donc, je ne vais pas venir imposer à l'autre la démocratie. Il y a bien évidemment une entreprise difficile, se construit plutôt une altérité, comme on le voit en Irak, comme en Allemagne après la Première Guerre mondiale. Voilà. Frédéric Ramel, qui a fini par arriver, va nous traiter à présent des théories de la paix libérale. Ce qui se passe en ce moment, c'est exactement le contre-pied de ce que disait Callois il y a quelques décennies. Et autrement dit, il y a une forme de banalisation d'études de la guerre qu'il faut souligner. Et l'organisation de la conférence de ce soir en témoigne. Et l'une des tendances quant à l'étude de la guerre à l'heure actuelle, c'est la convergence ou l'alliance, je dirais, vertueuse de la pensée politique et des relations internationales. Je me place évidemment du point de vue de la science politique. Mais avec deux mouvements, des philosophes s'intéressent de plus en plus à la guerre et aux relations internationales. Je dis ça à Ada, on est quelque part l'une des expressions ce soir. Et d'un autre côté, des internationalistes qui réfléchissent sur les questions stratégiques s'orientent vers la réflexion d'ordre philosophique. Il y a un double mouvement, par exemple aux États-Unis, Keohane, juste après le 11 septembre, insiste sur cette dimension pour rendre intelligible cet événement terroriste. Alors, c'est à mon sens très révélateur d'une manière de penser la guerre à partir de concepts philosophiques, mais aussi à partir d'un background d'internationalisme. Alors, il y avait deux ouvrages. Je vais évidemment m'intéresser au premier sur la théorie démocratique, la paix libérale. J'aimerais quand même essayer de mettre en relief un dénominateur commun à ces deux ouvrages qui ont été co-dirigés par Jean-Vincent Hollande et qui me semblent eux aussi très révélateurs d'une façon de raisonner en pensée politique. C'est de partir des paradoxes. Penser la guerre, c'est essentiellement penser des paradoxes. Et je vais distinguer des paradoxes concernant la paix démocratique ou la paix libérale, telle que Dogle l'a redéfinie, et extraire en fait, Julie a parlé d'un article de Brian Arendt dans Raison politique. Moi, je préférais sur un autre article, c'est celui de Castigliani, qui me semble très révélateur des paradoxes de la guerre juste, si vous voulez. Alors, paradoxe de la paix libérale. Je vais distinguer deux points rapidement. À la fin, dans la conclusion, Jean-Vincent, avec Geoffroy Murat, insiste sur, en effet, un des paradoxes de la théorie libérale, qui, je le cite, entend à la fois défendre la liberté des peuples et perpétuer l'attractivité de l'Occident. Et les démocraties libérales, c'est exactement le terme que tu employais tout à l'heure, doivent-elles intervenir en besoin par la force dans les régimes autoritaires et totalitaires, je ne suis pas certain du caractère adéquat de cet adjectif aujourd'hui, mais enfin, peu importe, qui bafouent les idées libérales. Donc là, le paradoxe que mettent en relief Jean-Vincent et Geoffroy, c'est le paradoxe du point de vue de ad bellum, lorsqu'on essaye de s'engager dans la tentation impériale, qu'on pourrait qualifier ainsi, des régimes libéraux. Mais je pense qu'il n'y a pas que ce paradoxe de l'entrée en guerre. Il y a aussi le paradoxe après la guerre.
le post-conflit que vous avez évoqué, Julie, tout à l'heure. Et il est très révélateur de voir que ce qu'on appelle les administrations internationales post-belligérantes, avec d'ailleurs différents dispositifs. Hein. C'est en fait un objet très pluriel. Mais ces administrations internationales post-belligérantes ne sont pas du tout des périodes de post-conflit au sens stratégique. Le conflit perdure, il se mute, il se transforme, et on se rend compte que la paix libérale qui a été promise au début, elle a du mal à passer. Tu parlais des élections, problème évidemment de l'instauration d'un régime politique stable à partir des élections, mais pas simplement. C'est là où on se rend compte que la problématique des droits de l'homme, elle n'est pas suffisante. On peut s'interroger peut-être sur la nécessité d'introduire des doses de républicanisme, de participation des populations, mais cette participation ne peut pas se décréter par le haut. Il faut évidemment qu'il y ait une dynamique qui parte aussi du bas. Julie, je reprends du coup ta remarque au bon. Tu insistais sur le fait que dans le cas irakien, il y avait un défaut de réflexion sur ce qui allait se passer après, sur l'organisation post-conflit. Je dirais qu'il y a à la fois un défaut de réflexion, mais aussi un défaut de confiance. C'est-à-dire que lorsqu'on entend Kandira avec son même Bush qui prétend dire « Ah oui, je pensais beaucoup à l'Allemagne et au Japon post-45, je suis persuadé que ça allait se passer de la même façon », il y a une espèce de prophétie auto-réalisatrice par laquelle ils sont persuadés que, en effet, la paix libérale va s'imposer après. Donc je pense qu'il y a... les paradoxes ne sont pas limités au déclenchement de l'intervention, ils perdurent, y compris et surtout après l'intervention. Il y a un deuxième élément de paradoxe dans l'ouvrage, c'est évidemment le paradoxe de Doyle lui-même, donc la théorie de la paix libérale. Thomas a insisté là-dessus, je converge complètement et j'abonde dans son sens. Il faut intégrer les perceptions. La théorie démocratique ou libérale, elle ne peut fonctionner qu'à partir du moment où on considère que l'autre est une démocratie. Même si institutionnellement c'est une démocratie, si on considère qu'on a la volonté de l'envahir, la position américaine en Amérique latine est très révélatrice de la moitié du XXe siècle, eh bien ça ne fonctionne pas. Mais je veux revenir sur la théorie libérale telle qu'elle est exposée par Doyle dans l'ouvrage. Il dit une chose juste et il dit une chose excessive. Il dit une chose juste lorsqu'il lit Kant. Parce qu'évidemment, Kant est le père fondateur de cette théorie. Alors, démocratique, c'est peut-être un peu fort, parce qu'il ne parle pas de démocratie, il parle de république. Donc c'est distinct, mais peu importe. Kant, en effet, fait une distinction entre la paix intégrale et la paix séparée. Lorsqu'il parle de paix entre gouvernements républicains, il parle de paix séparée. Ce n'est pas une paix pour l'ensemble de la communauté, c'est une paix séparée. Bien. Donc là, en effet, la lecture me semble assez juste de Doyle. Par contre, là où il est excessif, il me semble, Doyle, c'est lorsqu'il pense que la paix libérale est effective. Moi, je suis sceptique aussi sur la paix libérale, mais pas forcément sur le même angle d'attaque que le proposait Thomas, qui est un angle finalement complémentaire. Et il insiste beaucoup dans l'article sur la puissance de l'économie, des facteurs économiques comme source de la paix libérale. Je considère que le développement des interdépendances peut développer non pas une paix libérale, mais au contraire peut attiser des guerres. Et des études récentes, notamment financées par l'ANR, montrent très bien que le développement du commerce et des interdépendances commerciales peut au contraire soutenir des économies de guerre, notamment en Afrique. Donc il y a un excès dans l'approche de Doyle, qui, je disais tout à l'heure qu'il avait une lecture juste de Kant, j'ai peut-être été un peu rapide, c'est-à-dire que là où il est quand même restrictif, c'est lorsqu'il dit que Kant nous offre uniquement une réflexion sur la paix à partir de la nature des régimes politiques. C'est faux. Kant a aussi une dimension cosmopolitique, enfin transnationale, il insiste sur le droit à l'esprit universelle, et il insiste aussi sur des caractéristiques institutionnelles d'une confédération. Donc ces éléments sont un petit peu passés à la trappe. Je passe maintenant au deuxième point rapide, très rapide, sur l'article de Castigliani. Toujours, c'est un petit peu le fil rouge de mon propos de ce soir, c'est le paradoxe de l'intervention, ou le paradoxe de tout recours à la force armée.
Et j'ai été, je vous incite finalement à lire en particulier, évidemment, l'ensemble du numéro, mais l'article de Hugo Castigliani est très très révélateur, à la fois de ce que je disais tout à l'heure, la pensée politique peut nous aider à penser ou à appréhender des enjeux contemporains. Tout le travail de Castigliani, en fait c'est sa thèse qu'il a condensée dans un article, c'est d'aller chercher les sources de la guerre juste dans l'Empire romain et en particulier dans l'impérialisme romain. Et il démontre, et on peut le suivre assez bien, enfin c'est assez argumenté, c'est même très bien argumenté, c'est un adjectif qui est quand même restrictif, il montre très bien que la position des Romains est non pas défensive, c'est vraiment un impérialisme préventif, donc un recours à la guerre, avec évidemment un soupçon ou un décorum d'arguments de légitime défense, mais en fait il s'agit d'un impérialisme préventif qui se met en place et qui constitue la charpente même de la construction de cette unité politique qu'est l'Empire romain. Et il voit des traces, évidemment, ça résonne avec la posture américaine contemporaine. Et évidemment, ce qui résonne dans la posture américaine contemporaine, c'est comment être à la fois une république et en même temps avoir des tentations impériales. Pour des États comme la France est encore une république, mais elle a eu aussi des tentations impériales. Elle a eu un empire. Pour le cas américain, il y a aussi ce paradoxe. Comment être une république, mais en même temps une république qui n'est pas d'expansion. Il y a, dans la posture stratégique américaine, une volonté d'être une république d'expansion, mais qui se heurte automatiquement à, justement, la logique impériale, qui est sous-tendue par une logique impériale. Et je trouve que c'est assez lumineux ou éclairant de raisonner en ces termes-là. Donc voilà, penser les paradoxes contemporains à partir des paradoxes de la guerre ou des guerres contemporaines à partir d'un éclairage philosophique. Voilà. Quand je parlais des travaux menés dans ce programme de recherche Penser la guerre, il y avait effectivement le livre sur démocratie et guerre au XXIe siècle avec Geoffroy Murat, et donc le numéro de raison politique, donc qu'on pourra faire circuler, que Frédéric a amené, sur donc, le thème des guerres justes. Donc il y a un certain nombre de recoupements, et c'est un numéro qui a été dirigé avec Daniel Brunstetter, qui est professeur à l'université d'Orvagne. Et effectivement, le point commun, c'était de réfléchir à la guerre, tout ce que j'ai dit dans la première partie, et réfléchir au rapport des démocraties et du libéralisme au problème de la guerre. Voilà, j'aurais bien précisé. Il y a vraiment un certain nombre de thèses communes, ou en tout cas d'idées communes développées dans ces deux ouvrages collectifs. Il se trouve que donc là, tout récemment, je viens de diriger un numéro sur Raymond Aron et les relations internationales. Et en fait, on a édité un inédit d'Aron. Tu n'as pas précisé la revue. Études internationales. Donc, qui est une revue publiée par l'université Laval, et qui est disponible sur le portail Érudit, qui est l'équivalent de Cairn en fait, au Canada. Et en fait, Aron, on a publié un de ses inédits sur Clausewitz, qui s'appelle Clausewitz et notre temps. Et il développe en fait une idée très intéressante. En fait, on associe souvent Raymond Aron aux guerres interétatiques à travers son grand traité Paix et guerre entre les nations. Et en fait, on sait peu qu'il a écrit d'autres articles, d'autres livres sur ce qu'on appelait à l'époque les guerres révolutionnaires. Et les travaux de Gérard Chaliand sur les guerres irrégulières montrent bien qu'il y a une généalogie de la guerre irrégulière qu'on peut faire, disons, entre les guerres révolutionnaires liées à la décolonisation et les guerres irrégulières d'aujourd'hui. Avec cette idée qu'on est toujours dans des conflits du faible au fort. Et Raymond Aron explique bien dans cet article, à la fin de l'article, que finalement cette réalité de la guerre révolutionnaire conduit à une remise en cause de la distinction entre guerre et paix. Alors on sait à quel point Raymond Aron était attaché à cette distinction, mais lui-même reconnaît qu'on est face à un brouillage lié précisément à la nature très spécifique de ces conflits, qui remettent en cause la distinction polémostasis, et qui donc entre guerre civile et guerre étrangère, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des facteurs internes qui influent sur les facteurs externes, et d'autre part, il dit que dans ces conflits-là, la sortie de guerre est quelque chose d'extrêmement compliqué. Alors, l'inédit est un inédit, donc c'est un texte qui n'est pas tout à fait terminé, mais en fait, la dernière phrase de l'article, c'est voilà comment penser la guerre à l'heure où la distinction entre guerre et paix est en train de se brouiller. C'est la dernière phrase et le manuscrit s'arrête. On l'a retranscrit, c'était un manuscrit, c'était vraiment
Et bon, il s'est arrêté là, mais on voit bien que Raymond Aron, qu'on associe vraiment au réalisme classique, à la distinction Guéret-Paix, distinction entre politique intérieure et politique extérieure, avait quand même envisagé ces problèmes-là qui se posaient déjà dans les années 50-60, à l'époque où il a commencé à réfléchir sur ces sujets. Voilà simplement ce que je voulais dire. Comment conciliez-vous les différentes approches, notamment philosophiques et normatives, et les approches sociologiques un peu particulièrement constructivistes et puis, en fait, avec Frédéric Ramel, on est un petit peu là à mi-chemin, avec un pied dans la sociologie des relations internationales et un bon pied dans la philosophie politique. Comment arrivez-vous à concilier, à conjuguer ces différentes approches? Au fond, moi, ce qui m'a poussé à travailler sur les doctrines de la guerre juste, au sens contemporain, parce qu'avant j'avais travaillé plutôt sur l'histoire du droit de la guerre, c'était parce qu'il me semblait que ces doctrines de la guerre juste, qui étaient souvent, disons, on trouvait dans tout un tas de discours, au fond, une confusion entre les doctrines, les théories de la guerre juste, et le discours de la guerre juste, qui était développé par Bush, qui visait évidemment à justifier tout un tas d'interventions dans le droit international, etc. Et moi, ce qui m'avait intéressé, c'était de voir comment, d'abord, il fallait distinguer entre discours de la guerre juste et doctrine de la guerre juste, et comment ces doctrines de la guerre juste pouvaient servir, non pas tant au fond d'instruments théoriques de justification de positions néoconservatrices, etc., mais au contraire d'instruments critiques, au fond au sens où Walzer le faisait, c'est-à-dire qu'au fond, elles permettent de définir tout un tas de critères, alors qui sont absolument inapplicables. C'est-à-dire que quand vous regardez, au fond, les critères que différents théoriciens, enfin, en gros, on retrouve, disons, des critères analogues ou convergents, Walzer, etc., il y en a un certain nombre. Bon, les critères sont inapplicables, c'est-à-dire qu'évidemment, aucune guerre n'est juste, etc. Et puis, on ne peut pas, par exemple, vous prenez n'importe quel critère, vous prenez par exemple le critère du dernier recours, eh bien, on ne sait jamais quand nous sommes dans une situation de dernier recours, alors c'est en plus extrêmement d'actualité, ou quand une médiation diplomatique est toujours possible. Vous prenez le critère de la proportion, la proportionnalité, que ce soit dans le Lusal Bayou ou dans le Lucine Bayou, eh bien, au fond, ça nous place face à de tels dilemmes moraux qu'on ne peut pas trancher, on ne peut pas appliquer ce critère-là. Mais du coup, ce qui, moi, me semble intéressant, c'était que ces critères pouvaient servir d'instruments critiques face à tout un tas de pratiques politiques. Donc, c'est dans un sens plutôt philosophique ou théorique, mais dans l'optique d'un rapport à l'empirie, disons. C'est ça ce qui m'avait intéressé, en particulier quand j'avais écrit ce livre, Guerre juste, guerre injuste. Voilà. Et ensuite, quand je travaille maintenant plutôt sur l'après-guerre, sur des questions de justice pour les crimes de masse, donc que ce soit la justice pénale internationale ou non internationale, de juridiction mixte, etc. Alors je suis aussi amenée à travailler avec des juristes, beaucoup d'ailleurs avec des juristes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, on s'aperçoit que dans toutes ces juridictions qui sont mises en place et qui concernent évidemment des contextes souvent d'après-guerre, que ce soit des conflits civils ou que ce soit des conflits de type internationaux, eh bien, on est toujours à cette confrontation entre l'articulation du post-bellum et la justice transitionnelle, et on rajoute évidemment des questions de droits de l'homme, des questions de droit pénal, de juridiction internationale, etc. Et donc, enfin, moi je suis face vraiment à cette intrication entre des données qui sont vraiment historiques, factuelles, et la nécessité de réfléchir au cadre théorique à partir desquels on les pense. Et moi, dans mon optique qui est normative, c'est aussi à partir desquels on les juge. Évidemment. C'est pas simplement. Voilà. Je n'ai pas évidemment une approche sociologique. Donc ça me conduit en fait à travailler aussi avec les juristes. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, j'étais très sensible à ce que disait Frédéric, évidemment, sur le lien entre pensée politique et les relations internationales, et donc ça me permet d'une certaine manière d'essayer de répondre à votre question. Pour ma part, en fait, c'est un constat que j'ai fait en travaillant sur ma thèse. J'ai commencé une thèse vraiment de philosophie politique, d'histoire même de la philosophie politique sur le concept de ruse. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que cette thématique était fortement investie par les études stratégiques et les relations internationales. C'est ce qui m'a conduit
à étudier ces sujets et à faire ce chemin de la philosophie politique vers les relations internationales. Et épistémologiquement parlant, j'ai été amené en fait à lire vraiment les classiques de la pensée stratégique, que ce soit Clausewitz, Thucydide, Machiavel, sous un angle plus stratégique. Et au fond, je suis arrivé à la conclusion que, certes, on avait besoin du contexte historique ou sociologique pour comprendre le texte, c'est la grande idée de Skinner, avec cette idée qu'on ne peut pas comprendre un texte, que chaque texte est déterminé par son contexte d'énonciation, mais qu'en même temps, la réciproque était aussi vraie, c'est-à-dire qu'on a besoin du texte pour comprendre le contexte. Je veux dire par là que pour comprendre la guerre du Péloponnèse, rien de mieux que Thucydide. Pour comprendre la guerre d'Italie, rien de mieux que Machiavel. Pour comprendre les guerres de la Révolution et de l'Empire, rien de mieux que Clausewitz. Et au fond, les textes comme corpus, comme source, peuvent constituer un élément d'intelligibilité pour comprendre aussi les guerres d'aujourd'hui. Il suffit d'examiner les doctrines stratégiques, ou d'examiner ce que peuvent écrire des gens comme David Patrius, qui aujourd'hui est en position un peu difficile, mais en tout cas, bon, c'est quand même un des stratèges contemporains. Et donc on a besoin du texte pour comprendre le contexte, et donc on a besoin du texte pour comprendre des problèmes empiriques, et je pense que ça permet finalement de faire le lien entre l'histoire et la philosophie d'un côté, et puis les sciences sociales, la science politique, la sociologie de l'autre. Je dirais que tu as raison, il y a toute une tendance de la science politique qui est rétive au jugement normatif. Enfin, surtout ici. Mais je vous invite, même si vous êtes ici, mais enfin bon, vous êtes avec quelqu'un aussi qui a une ouverture d'esprit, ce qui est encore rare, et trop rare dans notre discipline, mais lisez quand même Pierre Fabre, Comprendre le monde pour le changer, parce qu'on a là un politiste qui a contribué d'ailleurs à la création de la discipline en France, et dans l'un de ses derniers bouquins, qui est un bouquin d'épistémologie, il montre très bien que les questions normatives ne sont pas reléguées avec l'eau du bain ou reléguées dans l'arrière-cour, elles sont naturellement posées à l'issue d'un résultat scientifique. Et donc il articule très très bien les deux niveaux. Et pourtant c'était un politiste encore d'activité, et il demeure en effet une référence, y compris dans certaines tendances les plus majeures de la discipline aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'en philosophie, il y a aussi, la méthode de Walser par exemple est très particulière. Donc, d'ailleurs, c'est pas philosophe d'ailleurs, il est plutôt un penseur du politique qui raisonne à partir de l'histoire et qui n'échafaude pas un grand système philosophique pour penser la guerre. Il s'appuie sur des exemples casuistiques et il en retire un certain nombre de réflexions sur la nature de la guerre. Mais deuxième temps, j'aimerais prendre peut-être quelques illustrations comme l'a fait Julie, comment elle articule les niveaux. Alors, moi je le fais peut-être de façon très schématique, mais je vais prendre deux exemples. Ce qui m'intéresse chez les auteurs classiques de philosophie, c'est l'effort de distinction et distinguer des concepts pour mieux étudier la réalité. Et l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est justement qu'il y a un brouillard lorsqu'on parle de guerre. On parle de guerre, on parle d'état de violence, on parle d'état de guerre, etc. Sauf qu'il y a quand même des concepts, enfin il y a des distinctions qui sont offertes par les classiques, qui, à mon sens, demeurent opératoires. On va bientôt finir l'année Rousseau, 2012 c'était la grande année Rousseau. Je pense qu'on ne perd pas une minute à lire alors son bouquin qui a été Les principes du droit de la guerre. Il y a tout le groupe Rousseau qui a exhumé un manuscrit de Neuchâtel et qui en a trouvé finalement une œuvre, un ouvrage de ce type. Vous ne perdez pas une minute parce que vous pouvez très bien, enfin c'est une posture, mais on peut ne pas forcément la suivre. Mais je considère que lorsqu'il dit qu'il ne peut y avoir de paix que politique, c'est-à-dire à partir du moment où vous négociez avec l'ennemi, évidemment ça a des résonances avec l'Afghanistan, c'est évident. Donc je pense qu'il y a quand même une actualité. Certes, on peut comprendre les guerres du XVIIIe en lisant Rousseau, mais on peut aussi extraire de Rousseau une réflexion plus générale sur les concepts. Un deuxième exemple, je suis en train d'achever un article sur le concept de Global Commons. Vous connaissez peut-être ce concept qui, dans la politique de défense américaine, devient un concept assez structurant. Les Global Commons, ce sont en fait les espaces communs, le cyber, l'espace aérien international, la mer,
enfin la haute mer, pardon, et le cyber. Et les espaces communs ont été élevés à un statut de concept et en même temps un élément de doctrine, puisque dans les documents récents adoptés par l'administration Obama, c'est au centre des préoccupations. Et on pourrait se dire, voilà, cet article, la première partie, c'est de faire la généalogie de ce concept, quel think tank l'a porté, comment il a été adopté, approprié par l'administration. Mais je ne me suis pas limité à cela, et c'est là où peut-être que la particularité un petit peu de normative, ou pensée, ce n'est pas normatif ici, c'est plutôt pour rendre intelligible plutôt que juger, comme tu disais tout à l'heure. C'est d'essayer de remettre en perspective cette notion de Global Commons dans la posture stratégique américaine, et alors évidemment c'est objet à critique. J'utilise un texte de Carl Schmitt, mais attention, je ne suis pas schmittien. Je pense que Schmitt pose des problèmes et évalue un certain nombre de phénomènes qui demeurent tout à fait actuels. Je répète, je ne suis pas schmittien, mais ce qu'il écrit dans Changement du droit international, un article dont la fin porte sur la posture américaine, à mon sens, il met en relief des éléments concernant l'identité stratégique américaine dès l'apparition des États-Unis, qui me semble tout à fait pertinent pour penser encore la notion de la posture stratégique américaine. Notamment l'idée que les États-Unis étaient un monde à protéger par rapport au vieux monde, qui était évidemment corrompu. Il s'est transformé en monde, le monde, à partir duquel on a, il évalue les autres, il juge les autres. Voilà, donc c'est éclairer des postures stratégiques en utilisant un certain nombre de ressources qui ne sont pas forcément des ressources ici sociologiques, ici pour le coup c'est des ressources philosophiques. Mais évidemment c'est délicat. J'en conviens avec vous. Je comprends très bien qu'on prend maintenant le concept. De toute façon, tout décideur a le concept dans sa tête. Et souvent, les procédés font de la vraie politique. Mais ce n'est pas encore normatif de s'intéresser aux normes de ceux qui prennent des décisions. Oui. Pas là, on est quand même, je pense, encore dans la sociologie. À mon avis, dans une sociologie qui n'est pas totalement maintenant positiviste, classique, au sens où on s'intéresse uniquement aux facts tangibles, compréhensibles, voilà, et qui me paraît weberien. Moi, je suis weberien, ben voilà, je le dis, weberien. Bon, c'est normal. Moi, je pense qu'il y a deux postures, grosso modo, un peu extrêmes. Donc, la première posture, qui dit, grosso modo, bon, pour moi, les normes, ça n'existe pas, enfin, ça ne compte pas de questions normatives. Je fais de la vraie science. Donc, c'est un peu la posture, par exemple, à Paris, se fâcher. Bon, on sait en même temps que les mêmes gens qui disent ça, ils sont des militants, ils choisissent à 80% le même sujet, n'est-ce pas, mobilisation sociale, domination de champ, etc. Donc ils sont fiers de l'être, mais bien sûr, après, ils n'explicitent pas réellement les présupposés normatifs de leur choix. Et donc, au sens weberien, je dirais, bon, peut-être la procédure doit être émancipée, n'est-ce pas, de jugement normatif, mais sans doute le choix de sujet, l'agenda de recherche, c'est toujours un Wertbezogenheit, il y a un rapport à la valeur, le chercheur a un rapport à la valeur, on choisit des sujets en fonction de son projet normatif. Je veux dire, d'où notre difficulté dans la science politique, de faire accepter les relations internationales considérées comme un sous-discipline de dominants. Donc je pense qu'il vaut mieux, donc il faut expliciter nos présupposés normatifs pour savoir quelle est notre politique scientifique, quels sont les sujets choisis, etc. Donc je pense ça ne pas évacuer. Et je pense que je suis aussi contre une posture philosophique extrême qui dit maintenant, voilà, tout est normatif, et je peux juger, enfin, je peux m'intéresser au monde idéal. Et là, je trouve en effet intéressant la démarche d'Honnête, qui, lui, enfin, dans la contribution, c'était notre numéro Guerre et Reconnaissance, occulte et conflits en passant, mais qui, lui, commence d'abord à expliquer les conflits dans ce qui est réel, et qui détecte d'abord le facteur symbolique. Donc c'est à partir d'une analyse des réels qu'il voit ce qui est possible, donc quelles sont les tendances éventuellement émancipatrices qu'on peut développer. Donc c'est pas à partir d'une idée fixe, mais à partir quand même d'une analyse d'abord positiviste qu'on dégage par la suite
de normes. Alors ça paraît, donc c'est hegelien en termes d'État. Voilà. Au fond, on a montré à la fois comment, dans les théories des relations internationales, dans une approche, disons, alors j'utiliserai des catégories à la louche, mais réaliste ou utilitariste, mais au fond, il y avait des choix normatifs qui sont faits dedans, qui consistent à attribuer un certain type de rationalité à l'État, au plan international, et d'irrationalité ou de passion aux agents, au peuple, au groupe, etc. Donc ce sont vraiment des postulats normatifs qui ne sont pas interrogés comme tels la plupart du temps. Et voilà, bon, alors on propose une autre grille de lecture sur tous les travaux qui montrent ça, c'est-à-dire les questions symboliques d'une charte internationale et les questions de reconnaissance. Mais il y a aussi vraiment des choix épistémologiques interrogés. Et moi, c'est pour ça que j'ai aussi pas mal insisté sur les questions de choix épistémologiques et la manière dont penser les théories à partir des contextes transitionnels, c'est-à-dire aussi à partir des études de cas, etc., eh bien, ça amenait, même quand on a une approche normative, à réfléchir aux choix épistémologiques qu'on a, et donc aussi à les transformer. C'est-à-dire que moi, en tant que philosophe, le fait, en effet, de travailler avec des politistes, ça m'amène à reconsidérer les catégories politiques, les catégories idéalisées, les catégories, disons, maximalistes, perfectionnistes, normatives, disons. Je vous remercie d'être venu et vous trouverez sur le site de KO dans les jours suivants des textes des contributeurs. Je vous remercie.